Alors j'espère que le déjeuner aura été l'occasion pour tous de poursuivre les débats entamés ce matin. On a bien vu qu'à la fin, on a commencé à vraiment aborder les missions des centres, c'est bon comme ça, des centres de gestion. Donc nous allons poursuivre sur ce sujet. Nous avons vu ce matin les impacts de la réforme territoriale et de la baisse des dotations sur les politiques de ressources humaines des centres de gestion et les enjeux qui s'annoncent. Et donc nous allons cet après-midi plus précisément nous pencher donc sur l'organisation des centres de gestion, évoquer leurs nouvelles missions et surtout les enjeux qui s'imposent à eux, les mutualisations intercentres et nous interroger sur les nouveaux besoins des collectivités et des établissements et la nouvelle offre de services qui peut leur être proposée. Alors pour lancer donc cette seconde séquence, nous allons tout d'abord avoir une intervention de Xavier Libert, un magistrat honoraire, qui va nous illustrer ces nouvelles missions des centres de gestion en nous présentant la médiation préalable obligatoire. Donc si vous voulez bien venir. Et je vais également appeler à la tribune donc, les intervenants de cette seconde table ronde. Voilà, donc nous aurons Daniel Leroy, président du centre de gestion de Seine-et-Marne, vice-président de la FNCDG, Sylvie Escante-Villebois, inspectrice générale de l'administration, Jean-Laurent Nguyen Kak, président de l'AND-CDG, Association nationale des directeurs et des directeurs adjoints de centres de gestion, et Frédéric Castoldi, directeur du centre de gestion 38 de l'Isère. Je vous prie de prendre place. Bienvenue à tous. Je vous remercie d'être là. Alors donc nous allons commencer par une présentation de la médiation préalable obligatoire par Monsieur Libert, magistrat honoraire. Bonjour, donc je suis Xavier Libert. J'étais jusqu'à l'été 2016 président du tribunal administratif de Versailles. Avant que ne soit publiée la loi Justice 21 du 18 novembre 2016. Lorsque j'étais en poste à Versailles, un des présidents de chambre était en congé longue maladie. Et donc j'ai dû le remplacer pour présider cette chambre. Et cette chambre était spécialisée dans le contentieux de la fonction publique. Ça faisait un bon petit moment que je n'avais pas fait, je n'avais plus fait de contentieux de la fonction publique. J'ai eu le plaisir de redécouvrir la difficulté insoupçonnée de ce contentieux, compte tenu de la complexité des règles juridiques qui bougent tout le temps, compte tenu des contraintes des collectivités, compte tenu de l'humain. Des collectivités de vie avec des tensions, avec des frustrations, avec des incompréhensions. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la réponse du juge administratif dans un certain nombre de dossiers contentieux de fonction publique tombait totalement à côté de la plaque. C'est-à-dire que, certes, le juge, dans des jugements toujours très très bien rédigés devant la juridiction administrative, bien entendu, disait qui a tort, qui a raison, disait quel était l'état du droit, mais ne répondait qu'à une partie qui est parfois infime de la réalité du conflit qui opposait des agents à leur collectivité ou des agents à d'autres agents. C'est dans ce contexte-là que j'ai pris contact avec Jean-Laurent Nguyen Kak, qui est, comme vous le savez, directeur du CIG de la Grande Couronne, à moins d'1 kilomètre du tribunal administratif de Versailles. Et c'est les toutes premières prémices de tentatives d'essayer de trouver une autre façon de résoudre les
litiges. Atteint par la limite d'âge, le vice-président du Conseil d'État m'a sollicité pour mener une action, un chantier de développement de la médiation. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses se sont accélérées. D'abord, la loi du 18 novembre 2016, qui, dans son article 5, a introduit la médiation comme étant un mode désormais de droit commun de résolution des litiges à côté de la résolution purement juridictionnelle. Depuis lors, des textes d'application ont été pris, un décret du 17 avril 2017 qui précise les conditions de mise en œuvre d'une médiation soit en amont de la saisine du juge, soit en aval de la saisine du juge. C'est-à-dire que lorsque deux parties constatent qu'elles sont en conflit, qu'elles ont un litige, plutôt que de saisir immédiatement le juge et s'en remettre à lui pour avoir la solution, elles peuvent décider entre elles de recourir à ce processus de médiation. Ce n'est pas de la négociation, ce n'est pas de la conciliation, c'est un processus structuré tel que défini par la loi du 18 novembre et par des directives européennes, notamment une directive du 21 mai 2008, qui prévoit que la médiation, eh bien, c'est un processus structuré par lequel deux ou plusieurs personnes, parties, s'entendent pour rechercher par elles-mêmes la solution de leur litige avec l'aide d'un tiers, le médiateur. Ce médiateur doit être impartial, indépendant, diligent. La médiation, contrairement au processus juridictionnel ou au processus que vous connaissez en administration, de processus collectif où le débat est public, où les documents sont communicables, la médiation, elle repose sur un principe fondamental, celui de la confidentialité. Ça veut dire que deux personnes qui sont en conflit, qui en arrivent à un point de rupture tel qu'elles se détestent et qu'elles pensent que l'autre est foncièrement mauvais et de mauvaise volonté, au cours de ce processus de médiation, tout le rôle du médiateur est de faire en sorte que ces parties puissent à nouveau se parler par un processus au départ de désescalade des tensions pour arriver à ce qu'on dit en termes de médiation à l'étape suivante, c'est-à-dire que les parties arrivent à être d'accord sur leur désaccord, c'est-à-dire à comprendre, certes je ne suis pas d'accord avec vous, mais je comprends votre point de vue, les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi. La nouveauté de la loi de justice 21, de cet article 5, qui figure désormais dans le Code de justice administrative, c'est que la mise en œuvre d'une médiation a pour effet d'interrompre les délais de recours contentieux. Vous savez que le principe maintenant catégorique est que lorsque quelqu'un n'est pas content d'une décision administrative, il peut la contester dans un délai de 2 mois suivant la notification ou la publication de cette décision. Passé ce délai de 2 mois, il est tardif. Bonjour. Je reconnais quelqu'un dans la salle. Eh bien, la mise en œuvre d'une médiation pendant ce délai de 2 mois a pour effet d'interrompre le délai. La médiation peut se dérouler le temps nécessaire et à la fin, ou bien elle a réussi, et bien tout le monde sont contents, si je puis dire, ou bien elle a échoué,
les parties qui continuent à se plaindre d'une décision administrative retrouvent ce délai de 2 mois pour saisir la juridiction administrative. Et donc, si vous m'avez bien suivi jusqu'à maintenant, vous avez compris qu'il existe un principe général, désormais dans la procédure contentieuse administrative, qu'il est possible, dans tous les cas, si les parties en sont d'accord, de recourir à la médiation. Cette médiation dite libre peut être en amont de la saisine du juge avec l'interruption des délais que je viens de vous indiquer, ou bien même après dépôt d'une requête contentieuse. S'il y a requête contentieuse, le Code de justice est mal rédigé de ce point de vue-là, puisqu'il parle de, postérieurement à la saisine du juge, d'une médiation à l'initiative du juge. Certes, ça peut être à l'initiative du juge qui va proposer aux parties de recourir à une médiation comme étant un moyen de mieux résoudre l'ensemble des problèmes, mais bien entendu, en cours de procédure contentieuse, les parties peuvent toujours s'entendre pour mener une médiation. Alors le principe de la médiation, c'est que la philosophie de base, c'est que les parties reconquièrent en quelque sorte leur destinée. C'est-à-dire qu'elles ne s'en remettent plus à un tiers tout-puissant, le juge, qui va dire blanc, noir, lui a raison, vous avez tort, et voilà les légalités. Le principe fondamental de la médiation, c'est que les parties reprennent en main leur destin, si je puis dire, et trouvent par elles-mêmes une issue qui peut leur convenir à tous, aux 2, 3, 4, 5 parties. Le juge, dans la procédure contentieuse, est tout puissant. C'est lui qui décide, les parties s'en remettent à lui. Dans la médiation, le médiateur ne dispose d'aucun pouvoir. Il est neutre. Je reviendrai sur cette question de neutralité. Il faut qu'il dispose d'une autorité morale suffisante pour que les parties à la médiation acceptent son entre-gens, si je puis dire, et acceptent sa façon d'essayer de faire s'exprimer les gens pour qu'elles cherchent des issues favorables. Ce qui veut dire que le principe de base de la médiation, puisque c'est les parties qui qui essayent de reprendre leur destin en main, c'est que la médiation est libre. On est libre d'accepter le principe ou non de la mise en œuvre d'une médiation. On est libre de continuer à discuter, d'être d'accord ou continuer à être en désaccord au cours de la médiation. On est libre pour mettre fin à tout moment à la médiation. Et enfin, on est libre d'accepter l'issue finale ou non de la médiation. Donc, au risque de me répéter, je vous dis que la médiation libre, entre guillemets, est devenue une règle de règlement des litiges, désormais de droit commun, dans les outils dont dispose la justice administrative. Et si vous avez compris ce que je viens de vous dire, j'en doute pas une seule seconde que vous l'avez compris, mais vient se greffer là-dessus la médiation préalable obligatoire. L'article 5 est codifié dans son ensemble, sauf le grand 4 de cet article 5, qui a prévu la mise en œuvre d'une médiation préalable obligatoire
dans les contentieux de la fonction publique et les contentieux sociaux. Contentieux sociaux au sens du code de justice administrative, c'est-à-dire les contentieux qui relèvent de la compétence du juge administratif, tels que l'APL, le RSA, etc. Pourquoi la mise en œuvre d'une expérimentation de médiation préalable obligatoire? Eh bien, ça n'est pas pour violer le principe de liberté que je viens d'indiquer fortement, mais c'est surtout pour inciter à ce que les personnes concernées par le contentieux, des fonctionnaires, des agents publics, eh bien, soient obligées, et c'est la seule obligation, de passer par cette case de tentative de médiation préalable obligatoire. Mais il leur restera de leur entière liberté de dire « Je vous saisis, monsieur le médiateur, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux une réponse en droit devant le juge. Je veux la condamnation de mon administration qui m'a fait tant souffrir. » Idem pour l'administration, de l'autre côté, peut dire « Écoutez, là, dans ce dossier, il n'y a absolument rien à médier, il n'y a rien à tirer de cet agent, je ne veux plus en entendre parler, s'il veut saisir le tribunal, qu'il le fasse. » Donc cette médiation préalable, c'est avant tout, il faut le prendre avant tout comme une incitation. La loi du 18 novembre 2016, justice du XXIe siècle, prévoit que lorsqu'il y a médiation préalable obligatoire, cette dernière est, par la loi, gratuite, nécessairement gratuite. Dans une médiation libre, les parties peuvent se mettre d'accord sur le nom d'un médiateur et se mettre d'accord sur le montant de la rémunération de ce médiateur. S'ils trouvent un médiateur qui veut bien la faire à titre gratuit, tant mieux pour elle. Mais le principe, c'est qu'une médiation, comme toute activité, a le droit à rémunération. Cet article 5, dans son ensemble, a été adopté dans les conditions suivantes. La loi sur la justice du XXIe siècle concerne essentiellement la juridiction judiciaire. Au départ, il n'y avait strictement aucune disposition concernant la justice administrative. Et c'est par un amendement parlementaire en juin 2016, fin juin, juste avant l'été, qu'un parlementaire a déposé cet amendement que lui avait gentiment suggéré le Conseil d'État. Et cet amendement donc a été déposé. Il n'a fait l'objet de strictement aucun débat devant les commissions concernées, commissions des lois, etc., que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il n'a fait aucun débat au cours des assemblées plénières de ces deux assemblées. Il est passé comme une lettre à la poste. Lorsque la loi a été publiée, un certain nombre de gens ont découvert quelque chose qu'ils ignoraient totalement. Donc tout le travail de préparation qui aurait dû être fait en amont, eh bien, il fallait le faire en aval. Et c'est la raison, c'était une de mes missions, donc, d'essayer de voir comment on pourrait, avec qui, quel partenaire, on pourrait mettre en place cette médiation préalable obligatoire. J'ai repris des contacts avec différents médiateurs, divers et variés, des médiateurs institutionnels, avec la Fédération nationale des centres de gestion, avec l'Association nationale des directeurs de centres de gestion, etc. Et c'est par ce biais-là, essentiellement, qu'a pu être envisagé de mettre les centres de gestion dans le coup. C'est bien par le biais
des réseaux territoriaux et associatifs des centres de gestion qu'on en est au stade où on en est aujourd'hui. Ça a été un petit peu plus compliqué, pour ne pas dire plus, du côté des administrations centrales et certaines directions dont vous devez avoir l'intitulé en tête. Alors, contrairement à tout le secteur social qui est extrêmement encore plus compliqué que le centre de la fonction, que le milieu de la fonction publique territoriale, par ces relais, un certain nombre de choses ont pu être bien avancées à ce jour. Et il y a plein d'autres personnes présentes dans cette salle qui pourront en dire peut-être plus encore que moi sur le sujet. Au départ, il était envisagé 4, 5 ou 6 centres de gestion, de gens qui s'étaient montrés spontanément intéressés par le sujet. Ensuite, j'ai été invité à l'Assemblée générale, c'est comme ça qu'on dit, l'Assemblée générale de l'Association nationale des directeurs de centres de gestion, où je m'en excuse auprès des personnes qui étaient déjà... elles ont peut-être l'impression que je me répète un peu. Ben oui, je suis devenu représentant de commerce, si vous voulez. Commis voyageur de la médiation. Ça n'empêche qu'au cours de cette Assemblée générale, eh bien, on s'est aperçu que beaucoup de centres de gestion se sont montrés intéressés, puisque maintenant la liste est close. Il s'agit de 39 centres de gestion, ce qui est un nombre significatif. Alors, où est-ce qu'on... Excusez-moi, je vous coupe, parce que ce matin, il a été évoqué le nombre de 70 centres. Non, on en est bien à 39. Hein, d'accord. Alors, je voulais savoir, en fait, pour un petit peu avancer, on en est où exactement, là, maintenant, voilà. J'y viens. Donc, là, actuellement, le projet de décret est à l'examen du Conseil d'État, avec l'arrêté et la liste des 39 centres de gestion concernés. La Direction générale des collectivités territoriales souhaiterait vivement que ce ne soit pas sur simple lettre du directeur ou du président de centre de gestion que l'engagement soit pris, mais sur la base d'une délibération des conseils d'administration de ces centres de gestion. Alors, première chose à faire pour les centres concernés, eh bien, c'est de faire le plus rapidement, de pouvoir prendre le plus rapidement possible une délibération posant le principe de leur candidature à cette expérimentation. Donc ça veut dire que les centres de gestion, la volontaire, doivent procéder à une délibération, ce qui n'a Oui. pas encore été fait. Ce qui n'a pas été fait, on le souhaiterait pour milieu décembre. Je sais que j'ai cru comprendre qu'il y avait des difficultés compte tenu pour certains centres, parce que les conseils d'administration ne se réunissent pas toutes les semaines. En tout cas, première demande, si je puis dire, concrète, c'est un appel aux centres de gestion concernés pour essayer de prendre le plus rapidement possible une délibération autorisant le président et le directeur à s'engager dans cette voie. D'autre part, au cours de mes différentes interventions, et comme je viens de le faire il y a 2 minutes, j'ai insisté sur le fait que la médiation, c'est un processus structuré qui ne s'invente pas. La loi et le décret ont prévu que les médiateurs devaient être formés et devaient être compétents dans la matière.
Je vous ai dit à l'instant que le médiateur, le principe même du médiateur, de sa façon de fonctionner, c'est d'être neutre. Dans le cadre de mon activité de référent national de la médiation, eh bien, je me suis inscrit à une formation, à un DU1 de médiation. Et puis, le tribunal administratif de Paris, auprès duquel j'étais géographiquement raccroché, m'a confié un certain nombre de médiations. Eh bien, on se heurte. En tant que médiateur, je me suis tout de suite heurté à la posture que je devais adopter. C'est-à-dire que j'ai quelques années d'expérience en matière contentieuse. J'ai fait beaucoup de contentieux d'urbanisme, de marché public, de fonction publique, etc., etc. Et quand j'entends deux parties qui exposent leurs problèmes, qui part au départ d'un problème juridique, mais qui, lorsqu'on laisse les gens parler, on s'aperçoit que derrière la seule question juridique, il y a des tas d'enjeux pratiques, concrets, de contexte, etc. Il est difficile pour un juriste comme moi de garder la neutralité. Quand je vois une partie dire une grosse bêtise juridique, j'aurais plutôt tendance à dire « Ah, ça me paraît pas possible ». Eh bien, le médiateur ne doit pas s'autoriser cela. La médiation, ça passe par des techniques qui n'ont rien à voir avec l'analyse de la jurisprudence, du code de justice ou du code général des impôts. Ça passe par des techniques de type comportemental. Alors, je suis désolée, je vous coupe un peu, mais vous pourrez continuer après. Du coup, sur ce que vous venez de dire justement, et cette nouvelle mission, les difficultés que vous venez de soulever, j'aimerais faire réagir Jean-Laurent Nkenkac, justement, pour un petit peu vous, est-ce que d'ores et déjà, qu'est-ce que vous pensez donc de la médiation préalable obligatoire? Comment vous l'anticipez? Et est-ce que d'ores et déjà, donc, vous avez identifié ce type, notamment, de difficultés? Oui, alors merci. Je vais aller à l'essentiel parce que je crois qu'on est quand même un peu pressé par le temps. Je voudrais revenir juste pour répondre assez complètement quand même à votre question sur ce que vient de dire Xavier Libert. Moi, je lui rends hommage à Xavier Libert parce que sans lui, cette mission ne verrait pas le jour. Il faut savoir que, hormis nous et une personne ou deux peut-être au Conseil d'État, tout repose sur la seule et unique volonté. Et quand je parle de volonté, c'est vraiment une volonté de faire de Xavier Libert, de faire avancer ce dossier. Et il le fait parce qu'il y croit. Et quand nous nous sommes rencontrés et quand nous avons rencontré également la fédération, et notamment Thierry Sénamo, il nous a communiqué, disons, cette volonté de réussir cette mission. Alors pourquoi réussir la médiation? On est parfaitement conscient que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a déjà tout le monde qui est contre, que ce soit des GCL, des GAFP, que ce soit les magistrats. L'immense, je ne sais pas, Xavier Libert l'a peut-être pas dit, mais l'immense majorité du corps de la magistrature est contre. Les avocats sont plutôt pour, mais par défaut, c'est-à-dire qu'en fait, s'ils pouvaient s'en passer, ça serait bien, parce que ça va quand même leur retirer peut-être une partie de leur travail, mais si ça doit avoir lieu, par contre, ils veulent en faire partie. Et puis les collectivités. Alors les collectivités, parce que tout est basé là-dessus. C'est pas tout de prévoir une. Je parle du côté des centres de gestion. Je prends l'aspect sous le côté des centres de gestion. C'est pas tout de vouloir mettre en place une mission. Il faut que ça intéresse, il faut que ça serve à quelqu'un. Et il faut donc que les collectivités soient persuadées que ça peut leur apporter un intérêt. Or, cette mission, elle n'est pas facile à présenter. Elle n'est pas facile à présenter parce qu'elle est floue. Elle
et c'est pas de la faute de Xavier Libert, c'est pas de la faute, c'est de la faute en fait à un manque de consensus initial où finalement, pour faire avancer la mission, on est obligé de reporter un certain nombre de précisions à plus tard. Le décret dont vous parlez, Xavier Libert, il est particulièrement flou. Aujourd'hui, les centres de gestion, dans le cadre de l'expérimentation, je parle bien de l'expérimentation, et je vais parler pratiquement que de ça d'ailleurs, puisqu'en fait c'est ça qui nous intéresse dans l'immédiat, les modalités sont extrêmement libérales. Nous, ce qu'on demandait avec Thierry Sénamo, et on l'a obtenu a priori, c'est que la mission soit institutionnalisée au niveau des centres de gestion. C'est-à-dire qu'en fait, on dise la médiation dans la fonction publique territoriale, ce sont les centres de gestion. C'est le cas. Mais, après les modalités, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut le faire nous-mêmes. On peut passer convention avec un avocat, on peut passer convention avec n'importe qui. En réalité, on peut faire ce qu'on veut. Alors après, vous avez aussi du flou dans la formation, c'est-à-dire qu'on va passer une convention où on va le faire nous-mêmes, mais il faut être formé. Alors Xavier Libert dit, il reprend les termes, les modalités, il faut être expérimenté. Oui, d'accord, il faut être formé. Il n'y a pas de formation agréée. Donc là aussi, qu'est-ce que c'est une formation? On a regardé d'ailleurs avec Xavier Libert, ça va de 60, enfin pour les plus sérieuses, ça va de 70 à 200 heures. Ça va de 2 500 € à 6 000 € par personne. Bon, est-ce que les deux sont comparables? Et pourtant, les deux sont aussi valables l'une que l'autre. Vous voyez, il y a tout on dit que c'est une mission qui doit être gratuite. D'accord. En fait, elle est basée en réalité sur l'article 25. En tout cas, pendant le cadre de l'expérimentation. Qui dit article 25, dit donc renvoie à l'article 22 de la loi du 26 janvier 84, c'est-à-dire convention ou cotisation additionnelle. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on intègre, qu'on accepte, pour faire réussir la mission. Si on commence, nous, à dire, oui, mais là, c'est pas précis, là, c'est flou, là, c'est ceci, il faut qu'on gère le flou. Jamais ça verra le jour. N'oublions pas qu'on a déjà perdu, au bas mot, 1 an et demi sur l'expérimentation. Elle est prévue de 4 ans. Elle ne sera que 2 ans et demi au mieux. C'est-à-dire qu'en fait, elle va avoir lieu quand, Monsieur Libert? Peut-être en mars. On sera opérationnel en mars. 1er avril. 1er avril. Voilà. 1er avril. Donc, et nous avons du pain sur la planche. Enfin, je veux dire, là-dessus, on en a pris conscience, on s'est rapproché avec Thierry Sémano, et je remercie beaucoup, enfin avec la fédération, pour fusionner nos groupes de travail, parce qu'on a pris conscience de l'urgence de la situation. Il faut qu'on harmonise nos pratiques, il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on rende, si on veut que cette expérimentation soit significative à la fin du délai, il faut qu'on rende une prestation homogène sur l'ensemble du territoire. Il ne faut pas qu'à un endroit, on dise « Ah bah là, la médiation, ça marchait bien, puis là, ça ne marchait pas. Tel centre était bon, tel autre, il est mauvais. » Non. Ou tel centre a organisé la prestation de cette manière-là, et là, tel centre a organisé cette prestation de manière complètement différente. Il faut nécessairement que les observateurs, n'oublions pas que nous avons beaucoup de gens contre nous, il faut que les observateurs de l'expérimentation puissent en tirer un résultat significatif. Ça nécessite que nous nous coordonnions entre nous sur les modalités, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un groupe de travail régulier et une note qui a été envoyée à tous les centres de gestion concernés récemment là, par la fédération, je pense Thierry c'était le cas, une note donc nous avons rédigée ensemble, qui a été envoyée pour essayer de commencer à poser les limites, si vous voulez, les contours d'une mission commune, non pas par plaisir, simplement pour qu'elle soit significative et qu'elle soit mesurable de la même manière pour tout le monde. Alors, pourquoi réussir cette mission? Parce qu'il y a des enjeux, en fait, derrière, qui sont fondamentaux. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est peut-être le sujet qu'on y reviendra sur les enjeux, l'évolution des centres de gestion, mais il y a des enjeux fondamentaux au niveau
principalement des grosses collectivités, des modes de financement, et puis également du rôle des centres de gestion à venir dans le cadre du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire face à la nouvelle donne territoriale, quoi. Je vous remercie. Juste alors, deux petites minutes et après on abordera le sujet de la table ronde. Vous voulez intervenir, monsieur Leroy? Oui. Juste 2 mots. Ceux qui me connaissent savent que je suis bassement matérialiste. Donc la question que je pose, c'est qui va payer? Alors, c'est pas pour l'argent, ça va pas loin, 5 000 euros par-ci, 5 000 euros par-là, on est tous capables de les sortir. Mais ce qui m'intéresse, c'est de dire, c'est 5 000 euros aujourd'hui pour ça, ça a été 5 000 euros hier pour autre chose, et ainsi de suite. Et il y a un transfert de compétences, puisque là c'est un transfert du juge administratif vers nous, hein, un transfert de compétences continuel qui nous coûte de l'argent. Bon, c'est tout ce que je veux dire. Alors, vous voulez réagir? Après, je vous fais réagir. Monsieur Nguyen. Oui, alors, en fait, c'est pas un transfert de compétences, puisqu'en fait, c'est pas du tout la même mission que le juge. Mais en l'occurrence, cette mission-là, dans le cadre de l'expérimentation, si vous voulez, alors pour aller un peu dans le détail financier, dans le cadre de l'expérimentation, elle est basée sur l'article 25. Aujourd'hui, nous sommes 39 centres de gestion volontaire. On est tous un petit peu, on sait, on connaît le discours, chez moi c'est spécifique. Donc on est tous dans des situations différentes. L'article 25, vous connaissez l'article 25, a priori on est basé sur du conventionnement. Comme on est une administration, théoriquement on est sur du prix coûtant. Donc en fait on facture un nombre d'heures à la collectivité. Hein, la médiation est gratuite pour l'agent. Hein. Donc, à la collectivité, on facture un nombre d'heures avec le discours. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué à expliquer en 2 minutes. Mais en réalité, comme vous l'a expliqué Xavier Libert, les collectivités vont devoir délibérer avant. La question de l'obligation, c'est aussi un flou, ça. On a des questions là-dessus. La médiation obligatoire, ça signifie simplement que les collectivités délibèrent avant et s'engagent, lorsqu'elles ont un problème, à saisir un médiateur. Mais, comme ça se situe dans un principe de médiation, chacun peut refuser. L'agent peut refuser le médiateur, mais il doit le dire explicitement. Et à la limite, la collectivité elle-même qui présente son dossier au médiateur, elle peut très bien s'arranger pour qu'une solution n'apparaisse pas, si vous voulez. Donc, quelque part, l'obligation en matière de fonction publique territoriale n'a pas la même signification que dans d'autres contentieux. Bon. Donc, ça signifie simplement qu'elle s'engage, en tout cas, à délibérer. Aujourd'hui, la mission, on ne voit pas pourquoi une collectivité délibérerait pour ça, a priori. C'est-à-dire qu'en fait, on est 39 centres de gestion, on s'est lancé là-dedans la fleur au fusil, très bien. Puis on va dire, bon, bah voilà, on va consulter les collectivités, puis on va leur dire, voilà, on lance une médiation, est-ce que vous nous suivez là-dedans? Les collectivités disent, écoutez, moi en ce moment, j'ai d'autres choses à faire, quoi. Pourquoi je ferais de la médiation? Il y a un contentieux, on verra bien. Et pour l'instant, on en est là. Si on en reste là, la mission, elle n'est pas viable. On n'aura pas de collectivité que ça intéressera. D'ailleurs, vous avez souvent des demandes, il n'y a rien qui l'empêcherait. Vous avez souvent des demandes de médiation. Ça n'arrive jamais. Donc, ou à peine, très peu. Donc, en tout cas, pas suffisamment. En tout cas, pas suffisamment pour faire vivre un médiateur formé à 5 000 euros, ou même si c'est à 3 000 euros, avec cette fonction spécifique. En fait, le discours à tenir aux collectivités, a priori, en tout cas, il y a des arguments de discours, mais on ne va pas le faire ici, on en parlera plus tard. Mais le discours principal, en gros, c'est qu'il suffit d'une seule affaire pour que la collectivité rentre dans ses fonds. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport aux frais d'avocat, si la médiation, et en plus c'est basé sur l'article 25, en gros l'article 25, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on paye que si on consomme. Ça ne coûte rien à la collectivité si elle ne consomme pas. Mais surtout, imaginons qu'il y ait une seule affaire qui aboutisse à une solution amiable, une solution basée sur la médiation, par rapport à des frais d'avocat qu'une collectivité engagerait sur un contentieux, elle a tout à gagner. Elle va payer peanuts quelques heures de médiation,
alors qu'à côté, elle peut s'engager sur un procès qui va peut-être aussi la plomber syndicalement, qui va durer des années, et puis qui va lui coûter très cher en frais d'avocat. Donc, si on regarde les choses objectivement, les collectivités, elles ont intérêt, mais pour peu qu'on leur explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités n'entendent pas ça. Donc, financièrement, article 25. Maintenant, à terme, mais là, on déborde légèrement sur ce qu'on va dire après, mais à terme, il serait bon que cette mission remplace ce qui initialement était prévu dans la proposition de loi Portelli, qui est devenue la loi de 2012, et qu'elle remplace le RAPO, c'est-à-dire qu'en fait, qu'elle intègre le socle commun de prestations en lieu et place du RAPO. Pourquoi ? Tout le monde a y gagné. Pour un pourcentage minime, les collectivités évitent, surtout les grosses, bien sûr, qui ont beaucoup de contentieux, ou qui peuvent en avoir beaucoup, évitent finalement, ou peuvent éviter très facilement, ou en tout cas réduire considérablement leurs frais de conflit qu'elles peuvent avoir avec leurs agents. La mission est financée. La mission est financée par les grosses collectivités et elle reste gratuite pour les agents. Voilà. Bon, je vous remercie. On va en fait embrayer sur la table ronde. Vous venez de faire allusion au socle commun. Oui, alors juste 2 minutes. Oui. Donc, premier travail que demandé, c'est cette délibération des conseils d'administration. Mais deuxième travail aussi urgentissime, c'est la communication envers les collectivités, avec leur proposer un modèle de convention, quelque chose de léger, et de leur demander de s'engager par délibération. Parce que si la médiation préalable obligatoire telle qu'elle est prévue le sera pour les fonctionnaires publics territoriaux concernés, elle ne le sera pas pour les collectivités, puisque cette obligation relève du domaine législatif. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas pu être intégré pour l'instant dans la loi. Donc il faut l'accord préalable de principe des collectivités. Donc là, il y a aussi un gros travail à faire auprès des collectivités affiliées, mais aussi non affiliées. Je vous remercie. Alors nous allons maintenant lancer donc le sujet de notre table ronde sur quelles évolutions des centres de gestion ces dernières et prochaines années, et surtout quels sont les enjeux auxquels sont confrontés les centres de gestion. Alors pour commencer, Sylvie Escande-Villebois, donc vous êtes inspectrice générale de l'administration, et vous allez nous présenter assez rapidement, donc c'était un rapport de 2014 de l'IGA qui préconisait notamment 4 scénarios d'évolution des centres de gestion. Donc l'idée, c'était pas de revenir trop longtemps sur ces 4 scénarios, mais un peu de nous dire, il y avait 22 recommandations. Maintenant, qu'en est-il, 3 ans après? Et un nouveau rapport de l'IGA et du CGFI a été publié il y a quelques jours, le 15 novembre, sur les actes de gestion en matière de RH des collectivités, dans le cadre de la revue des dépenses, qui formule également 22 recommandations en 5 axes, dont l'un des axes préconise de renforcer l'efficacité et l'expertise collective des centres de gestion. Donc on est vraiment dans le sujet. J'ai d'autant plus besoin du micro et je vous prie de m'en excuser que j'ai perdu ma voix ce week-end. Merci beaucoup, merci à la Fédération des centres de gestion de m'inviter. J'étais intervenue précédemment en juin 2015 sur les conclusions de ce rapport donc de 2014 sur l'évolution, l'organisation des missions des centres de gestion. Et je dois dire qu'à l'époque, l'ambiance était, on va dire, un tout petit peu mitigée, et peut-être que certaines conclusions avaient un peu étonné ou un petit peu remué, parce qu'à l'époque, eh bien, le rôle même des centres de gestion était un petit peu sur la sellette, et on nous avait demandé d'examiner un certain nombre de scénarios, allant jusqu'à même la disparition, la suppression des centres de gestion. Et je dois dire que l'image était peut-être un petit peu brouillée.
Alors ça, c'était le premier rapport. Et puis, eh bien, le second rapport, celui que vous avez cité, qui est paru la semaine dernière, que j'ai accompagné, mais dont je ne suis pas l'auteur, ce sont des collègues qui l'ont réalisé, eh bien, lui souligne que eh bien, ces dernières années, sans doute en accompagnement d'évolutions très importantes du côté des collectivités territoriales, eh bien, l'activité des centres de gestion s'est montrée particulièrement dynamique, et que dans un contexte de tension finalement sur tout le domaine de la gestion des ressources humaines, de tension également financière que connaissent les collectivités, eh bien, les centres de gestion représentent un potentiel tout à fait important pour gagner en efficience, pour améliorer encore la gestion des ressources humaines des collectivités. Et l'exemple qui a été présenté à l'instant est un exemple certainement de ces nouveaux besoins, de l'adaptation nécessaire des missions qui peuvent être celles des centres de gestion. Et pour avoir exercé en tribunal administratif quelques années, je suis particulièrement sensible à ce sujet, et je trouve que c'est vraiment un magnifique domaine d'évolution. Alors, je reviens d'un mot sur peut-être l'importance de la gestion des ressources humaines. Vous la connaissez bien, importance pour son enjeu politique, humain bien sûr, pour son enjeu financier également. Il y a 2%, on estime qu'il y a 2% des effectifs de la fonction publique territoriale qui se consacrent à la gestion des ressources humaines. C'est un ratio qui paraît tout à fait un ratio moyen, c'est à peu près le même à l'État. Ça représente en tout 1,7 milliard d'euros en 2014. Donc une part importante quand même des ressources de fonctionnement. Alors, par rapport à cet élément de contexte, le rôle et les missions et les finances des centres de gestion, qu'est-ce qu'on avait constaté en 2014 ? Je le rappelle vraiment très très brièvement. On avait constaté finalement une très grande hétérogénéité des centres de gestion, des très petits centres de gestion et puis des très gros centres de gestion, des façons d'organiser les missions de façon extrêmement très, très différente. Et puis, on avait constaté également que sur certaines missions, les choses n'étaient pas très claires. Ça a été évoqué un petit peu à l'instant. Eh bien, certains centres allaient un peu au-delà de la loi, on va dire, et un petit peu au-delà de leur principe de spécialité. Développaient des offres de services qui répondaient à des besoins, à des demandes des collectivités locales, mais qui n'étaient pas toujours explicitement prévues par la loi. Et on voyait bien qu'il y avait besoin d'aller sans doute un petit peu plus loin dans la recherche d'un équilibre entre les missions obligatoires et les missions facultatives des centres de gestion, entre les missions réservées aux collectivités affiliées et celles proposées aux collectivités non affiliées. Alors, depuis, il y a eu effectivement certaines évolutions qui ont sans doute clarifié les choses et qui ont étendu le champ d'intervention des centres de gestion. La loi d'avril 2016 emporte une définition beaucoup plus large des missions possibles des centres de gestion. Elle a légalisé le fait, par exemple, de pouvoir faire de la numérisation, de l'archivage, ce qui n'était pas évident dans le cadre législatif antérieur. Et puis, ça vient d'être évoqué, le gouvernement s'est appuyé également sur ces développements pour faire face à de nouveaux besoins. On a évoqué la médiation, mais il y a également le référent déontologue, par exemple, qui est un nouveau type de mission. Alors, un mot sur les finances également. Les finances, le constat qu'on avait fait en 2014, c'est que les centres de gestion, de façon globale, et je le répète, avec une certaine hétérogénéité de situation, de façon globale, les centres de gestion connaissaient une relative aisance financière. Et un financement
presque à moitié par les recettes de cotisation. Que donc cette situation financière permettait sans doute d'aller plus loin dans l'offre de services proposés aux collectivités, et qu'il était particulièrement intéressant et important de s'appuyer sur ces centres de gestion pour accompagner les collectivités par rapport à un effort budgétaire très important qui leur était demandé. Et là maintenant, donc, je voulais vous dire que vous venez peut-être plus précisément sur le rapport de 2015. Oui, c'est ça. Du 15 novembre 2017. Mm-hmm. On en est où? Et qu'est-ce que préconise ce nouveau rapport? Sachant que vous dites, bon, effectivement, ce rapport, quelque part, reconnaît les évolutions et les progrès réalisés par les centres de gestion. Cela dit, il propose quand même de nouvelles pistes de clarification. Donc ce rapport dit tout n'est pas rose. Et tout à fait. Alors, ce rapport... Et il évoque même des pistes, il chiffre éventuellement, oui. Alors ça on en reparlera peut-être après, sur ce chiffrage, des pistes d'économie, en disant finalement les centres de gestion peuvent faire mieux, voire plus, leur situation financière le permet, et on peut à nouveau dégager des économies. Alors, ce rapport, je rappelle d'un mot son cadre, qui n'était pas tout le même que celui de 2014. En fait, c'est un rapport qu'on appelle de revue des dépenses. Donc, c'est un rapport qui est adressé par le gouvernement au Parlement et qui, comme un certain nombre de revues de dépenses faites sur d'autres politiques publiques, a porté sur les actes de gestion des ressources humaines des collectivités territoriales. Donc, son objet même, et effectivement, vous avez raison, c'était bien d'identifier dans quelle mesure on peut dégager des pistes d'économie permettant d'améliorer l'efficience de la gestion des ressources humaines pour les collectivités. Alors, il y a plusieurs pistes qui sont dégagées par ce rapport, qui soulignent en premier lieu l'enjeu de la massification, notamment, par exemple, l'édition des bulletins de paye. Il y a 42% des centres de gestion qui proposent l'édition des bulletins de paye pour leur collectivité. On peut sans doute du coup aller plus loin, mais surtout il y a des écarts de coûts extrêmement importants. Et ce rapport calcule par exemple que si on s'alignait sur le coût moyen, eh bien il pourrait y avoir un gain de 24 millions d'euros. Si on s'alignait sur le coût le plus bas, le gain total pourrait être de 70 millions d'euros. Bien évidemment, le rapport prend beaucoup de précautions, il y a des conditions de réalisation de cela, mais c'est une piste intéressante. Le rapport parle également des pistes de mutualisation qui peuvent être encore développées. Par exemple, pour les contrats groupes en matière d'assurance statutaire, c'est déjà pratiqué par certains centres de gestion. Ça peut procurer 7 à 8% de gains pour les collectivités concernées. Autre exemple, celui de l'expertise juridique. Et là également, il y a des centres qui ont développé des pôles d'expertise juridique particulièrement importants et auxquels d'autres centres de gestion ou des collectivités, même non affiliées, peuvent adhérer. Dernier exemple également de pistes d'économie, la coordination, l'harmonisation pour l'organisation, pour le choix des sujets des concours, pour l'harmonisation des calendriers, de façon à réduire les vacances et à augmenter en fait le nombre de présents au concours. Eh bien, rien que sur cette organisation des concours, il y a un calcul qui montre qu'on pourrait y gagner 1 million d'euros d'économie. Voilà. Donc au total, ce rapport présente un certain nombre de propositions, de pistes d'économie qui, totalisées, et à examiner, bien sûr, à lire et à expertiser par tous les acteurs concernés, pourraient représenter plus de 200 millions d'euros d'économie. Alors, je conclue. La question, c'est finalement, est-ce qu'on demande aux centres de gestion de dégager, en fait, d'assumer plus de missions et finalement de dégager des économies, ou enfin, quels sont les enjeux? Et en même temps, on leur dit, bon, finalement, plus de missions, ils montent en expertise. Attention, c'est une amélioration de l'efficience globale de la gestion des ressources humaines qui est en question, à laquelle participent les centres de gestion, mais également les collectivités pour la part qu'elles assument
de gestion directe, soit qu'elles soient affiliées, et il y a une petite part qui leur revient malgré tout de gestion, soit qu'elles ne soient pas affiliées, ou qu'elles soient simplement qu'elles fassent recours au centre de gestion pour certaines prestations. Donc le rapport ne porte pas que sur les centres de gestion, il porte sur l'ensemble de la gestion voilà, des centres de gestion. Voilà, alors peut-être pour conclure sur les scénarios, puisque vous parliez de les scénarios, tous les nouveaux enjeux en fait qui se présentent au centre de gestion. Le rapport de 2017 revient sur les scénarios qui avaient été examinés en 2014, qui sont, j'ai vu, repris dans le petit ouvrage qui est édité par la fédération, en fait part donc d'une situation qui est post-fusion des régions. Évidemment, est intervenue entre-temps la fusion des régions. Alors, le rapport, le dernier rapport, donc, préconise en premier lieu de clarifier, de simplifier les flux financiers avec le CNFPT, c'est un vieux sujet. Il préconise surtout de développer un schéma régional et interrégional de coordination et de mutualisation entre centres de gestion qui aillent au-delà de ce qui fait déjà l'objet de coordination. Et ce scénario, donc, qui est privilégié par le dernier rapport, permet de maintenir les centres de gestion au niveau départemental tout en visant une amélioration de l'efficience globale pour le service qui est rendu aux collectivités. Je vous remercie. Jean-Laurent Nguyen, je vais faire réagir sur cette préconisation qui est privilégiée de coordination régionale. Sur ce point-là, précisément mais vous pouvez réagir sur le reste si vous voulez, mais bon. Non, mais il faut qu'on avance dans le débat. Cette coordination régionale, oui, enfin, oui, bien sûr, c'est bien évident. C'est de toute manière, puisque le sujet, c'est les centres de gestion face à la réforme territoriale. Enfin, en tout cas, c'est l'esprit du sujet. La typologie des collectivités territoriales ayant changé, nous avons été conçus il y a 65 ans. Donc, et à la base, en fait, avec, si je me souviens bien, avec un seuil qui était à 200 agents. Donc, en fait, que pour des toutes petites collectivités. Si on veut s'adapter, et c'est le sens du rapport, puisqu'en fait, c'est un rapport assez prospectif, et j'y rends hommage, c'est un rapport qui est très positif quand on le lit au premier abord, en tout cas pour les centres de gestion. Bon, maintenant, j'y reviendrai. En tout état de cause, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on adapte nos structures pour pouvoir adapter nos missions à la nouvelle typologie des collectivités territoriales. Alors, je suis content de voir que le rapport reprend nos idées, qui sont, plutôt que de régionaliser nos structures, régionalisons nos missions. Et vous l'avez dit vous-même, ce sont vos mots, ça permet de conserver le maillage départemental qui semble pertinent encore aujourd'hui plus que jamais, et à la limite indépendamment de l'avenir du département, je dirais, en tant qu'entité, comme meilleur compromis, a priori, entre la mutualisation, qui est nécessaire aujourd'hui dans le contexte économique, et la proximité des missions que nous assurons, qui sont également, enfin, qu'on fait notre succès. C'est-à-dire que si on s'éloigne du terrain, clairement, on n'aura pas la même qualité de mission. C'est très clair. Surtout avec aujourd'hui des super régions où il faut faire, dans certaines, 400 km pour aller d'un bout à l'autre, quoi. Donc c'est bien évident que le maillage départemental aujourd'hui semble parfaitement adapté, mais cette régionalisation des missions semble également indispensable. Alors, ce que je voudrais juste rajouter là-dessus, c'est qu'on ne peut pas, par essence, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, en fait. On ne peut pas, par essence, avoir une hiérarchie dans les centres de gestion. C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est contraire à l'idée même des centres de gestion. C'est-à-dire, en fait, si on avait une hiérarchie dans les centres de gestion, c'est-à-dire on aurait des centres de gestion
dans un département qui aurait plus de pouvoir que d'autres dans un autre. Or, les centres de gestion, à la base, c'est pas du tout ça. C'est l'inverse. Les centres de gestion doivent assurer un service homogène et garantir un service homogène sur l'ensemble du territoire. Donc on ne peut pas donner des missions impératives, je dirais, à un centre de gestion sur les autres. Par contre, une coordination, bien sûr. Une coordination des répartitions de missions. Et avec Olivier Ducrot, on avait immédiatement, avant de travailler même, je dirais, sur les missions elles-mêmes, à mutualiser, on avait immédiatement commencé à travailler sur les modalités de répartition de ces missions à un niveau régional, justement pour éviter cette hiérarchisation des structures. Alors, Frédéric Cassoldi, donc vous êtes directeur du centre de gestion de l'Isère. Alors, justement, comment garder le lien entre proximité, coordination régionale, mutualisation, et comment renforcer la mutualisation intercentre, à quel niveau et avec quel outil? Écoutez, je vais peut-être vous exprimer la façon dont on a travaillé sous l'égide des présidents, dont plusieurs sont présents aujourd'hui, en vue de la signature de la charte qui a pris effet le 1er janvier dernier. Ça rejoint complètement ce que vient de dire Jean-Laurent, dans le sens où, je vais prendre l'image de l'étoile du berger, l'objectif, c'est avoir un niveau de service homogène sur l'ensemble des 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, malgré sa grande diversité. Comme l'étoile du berger, on ne l'atteint jamais, parce que voilà, on peut se fixer des enjeux, des objectifs, mais concrètement, je ne sais pas s'il y a 2 départements en France ou 2 régions qui ont un niveau de service équivalent, et même au sein même d'une structure, il peut y avoir une grande diversité dans ce qui se fait. Donc c'est l'objectif, on ne part pas tous du même niveau, parce que sur des thématiques particulières, il y a des colorations, il y a des historiques. Donc l'idée promue par les présidents, ça consiste à essayer de faire bouger le curseur de la coopération du niveau le plus bas, le plus faible, qu'on connaît tous, qu'on fait tous, qui sont les rencontres entre techniciens, entre directeurs, spécialistes des concours, de l'emploi, de l'expertise statutaire, etc. Donc de faire bouger ce curseur pour partager des outils. Alors on le fait avec l'expertise statutaire notamment du CDG 69, partager parfois un peu plus, c'est-à-dire des ressources humaines, des postes qui sont financés, puisqu'on a un budget annexe régional, sur les concours évidemment, qui est la compétence, on va dire, historique, développée à l'échelle de cette grande région, l'Observatoire de l'emploi également. Donc en fait l'idée c'est ça, c'est on essaye de pousser dans l'existant, et puis derrière la question c'était aussi les nouveaux besoins des collectivités. Et c'est là où on peut ne pas être forcément en phase à 12, hein, parce que 12 centres de gestion, c'est 12 présidents ou présidentes, directeurs, directrices. Et les attentes des uns ne sont pas forcément les attentes du groupe. Et notamment, moi, ce qui est marquant quand je regarde les échanges récents qu'on a pu avoir à l'échelle régionale, c'est de se dire que dans les sujets qui viennent d'être évoqués, la médiation préalable obligatoire, le référent déontologue, notamment, on parlait ce matin du délégué à la protection des données, encore voilà une nouvelle obligation. La tentation, c'est nouveau, on dit comment en fait, zone d'effort, zone de confort, on connaît tous ce vocabulaire. Donc on a un nouveau texte qui arrive, c'est flou, ce que disait Jean-Laurent tout à l'heure. On ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas quelle expertise ça requiert, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et la tentation, c'est de dire, ah ben ça serait bien que ça soit la région en fait qui le porte, parce qu'on a des attentes, on a des besoins, et on sait qu'on doit être au rendez-vous, mais en même temps, c'est dommage de faire tous le chemin séparément, alors qu'on n'a pas tous forcément la ressource, le temps pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez caractéristique. Il y a un autre exemple, mais je sais que Mme Guillon, qui est dans la salle, la présidente du CDG 26, pourra l'évoquer, c'est l'archivage électronique. Voilà, une présidente de centre de gestion qui rencontre, donc, dans le cadre des conférences qu'on a régulièrement avec l'ensemble des présidents et directeurs, et qui dit, moi j'ai un sujet dans mon département, j'aimerais bien que ça soit porté par le régional, parce que on va alors je le dis avec mes mots, hein, madame, on va se faire manger la laine sur le dos par les intercos, parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui ont des besoins, et si les intercos vont plus vite, finalement, on va perdre de la visibilité et puis on va perdre cette capacité de rester en lien. Voilà. Donc c'est ce partage entre ce qui est nouveau
Ce qui fait envie, parce que quand c'est exprimé comme ça l'a été, la médiation, un nouveau dispositif, ça donne envie, et puis en même temps ça fait peur, donc on se dit mais on va arriver à le faire, est-ce qu'on a quelles compétences, quelle formation, quel coût, etc. Donc ce mélange d'envie et de peur, en fait, à 12, c'est difficile d'avancer ensemble et de remettre, je vais terminer là-dessus, peut-être de remettre aussi en cause l'existant, c'est-à-dire de travailler ensemble sur ce qui est nouveau, c'est une chose, mais de remettre en cause nos fonctionnements dans chaque centre de gestion, parce qu'on y est contraint, notamment pour des raisons financières. Ce matin, le président du CDG 74 exprimait les conséquences de la désaffiliation de plusieurs grandes communes avec la commune nouvelle d'Annecy. Quand on a la contrainte, on doit pas, enfin, on regarde les nouvelles missions, ça fait envie, et puis en même temps, on sait qu'on doit remettre en cause le fonctionnement quotidien du centre. Et là, on est, comme je disais tout à l'heure, plus en zone de confort, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a des collègues qui sont présents, qui ont des fiches de poste et qu'on est identifié comme référent. Voilà, c'est ce mélange entre ce qui est nouveau et ce qui est ancien, et ce vers quoi on tend, avec ces équilibres à 12 qui sont un petit peu compliqués. Est-ce que ça veut dire que c'est systématiquement porté à 12, ou alors il se peut qu'un centre de gestion, c'est ce que vous m'aviez dit, notamment sur certaines missions, voilà, peut tout à fait. Tout à fait. Prendre en charge une mission. Il est illusoire, effectivement, de penser qu'on puisse tout faire à 12. Enfin, et après, il y a toutes les compétences obligatoires, évidemment. Mais sur des sujets précis pour lesquels certains centres ont été plus vite que d'autres, ce qu'on s'est dit, et on a des exemples concrets, là, par exemple, en matière de retraite, on a fait une tentative de coopération avec un centre de gestion, puisque l'idée c'était de se dire, mais en fait cette expertise sur le sujet retraite, est-ce qu'on en a besoin dans tous les centres? Est-ce qu'on ne peut pas déléguer des dossiers? Est-ce qu'on ne serait pas plus fort justement si on évite de doubler systématiquement les compétences? On a le cas en matière de paye, puisque là c'est avec le CDG 69, une collectivité du Rhône qui va voir le CDG 69 en disant, j'aimerais bien que vous fassiez la paye. Et puis, voilà, c'est des gens neufs qui disent c'est pas dans nos priorités d'aujourd'hui, mais allez voir le 38 parce qu'ils sont en train de développer. Et donc, on commence, même si c'est pour l'instant marginal, à développer des coopérations trilatérales, j'allais dire. La collectivité, le CDG compétent géographiquement, parce que lui, il faut forcément qu'il donne son accord, évidemment, et puis l'autre CDG qui n'est pas forcément sur place, parce qu'avec le numérique, on a aussi beaucoup la possibilité de ne pas être en proximité. Ce qui vous permet de vous adapter aux besoins des collectivités. Voilà, de dire on répond à 12. Et de tendre vers une offre, si elle n'est pas homogène, tout du moins acceptable. Une offre harmonisée, complète. Et puis, effectivement, de pouvoir répondre à une collectivité. Je ne sais pas faire aujourd'hui, ça ne fait pas partie des activités que je développe, mais je vous mets en relation avec un tiers qui va faire en accord avec moi. Et ça, c'est effectivement très riche. On a le cas de la médecine statutaire et de contrôle qui est développé aussi par le Rhône. Donc voilà, c'est d'avoir un portefeuille finalement d'activités plus large que celui du simple CDG référent géographiquement. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut intervenir sur ces sujets, justement, ou témoigner? Archivage électronique, tout à l'heure on a évoqué, effectivement, dans la Drôme, on a été sollicité d'abord par nos propres archivistes, parce qu'on a des archivistes qui sont très pointus, et l'archivage électronique est arrivé quand on a parlé de dématérialisation des documents. Vos communes jettent des documents, mais je crois que quand on parle de GED, c'est pas forcément parler d'archivage. Il y avait une petite maldonne sur les mots qui étaient employés par les prestataires. Donc on nous a alertés sur le mot archivage, et de là est arrivé l'archivage électronique. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça pouvait impliquer pour les collectivités? Et on a été tout de suite, on a été le département 26 porteur de ce projet, en accord avec l'agglomération. Là, on n'était pas là pour dire ils vont nous manger la laine sur le dos, comme l'a dit Frédéric, mais on a travaillé en concertation avec eux. L'agglo ne voulait absolument pas s'occuper des collectivités qui faisaient partie de son territoire, mis à part les 2 ou 3 villes-centres, et ils nous ont laissé la possibilité de pouvoir leur proposer à toutes les autres ce service d'archivage électronique. Donc on était prêt à le faire tout seul, et puis on s'est dit que ça serait mieux de le faire au niveau régional. C'est pour ça qu'on a porté ce dossier à la connaissance de notre réunion de président et de directeur, et qu'on avance. Je crois qu'on a réussi, à force de persuasion,
à leur démontrer qu'il fallait aller vite sur ce domaine parce que c'était important d'y aller. Voilà, je vous remercie. Quelqu'un voulait intervenir au fond de la salle? Oui, excusez-moi, je suis directeur des centres de région de Rhône-Alpes, Philippe Lachaise, et je me permets de rebondir, Madame Escande, sur ce que vous avez évoqué dans votre rapport. Et il est évident que l'enjeu de mutualisation, de sécurisation des concours fait que depuis de nombreuses années, votre premier rapport en attestait, nous mutualisons les calendriers, nous avons des sujets communs et nous travaillons en synergie. Par contre, nous avons toujours 40% à 50% d'absents au concours. Et quand il y a 2 à 3 ans de cela, mon président avait été à l'initiative d'une réflexion sur le numéro unique des candidats, de manière à ce que lorsque les gens s'inscrivent là où ils veulent, qu'ils ne puissent pas doublonner autant qu'ils le souhaitent, pour de simples problèmes de ratio. Je vais là parce que c'est plus intéressant, donc je ne paye plus rien. Je vais où je veux, quand je veux. On nous a objecté que c'était les textes qui ne le permettaient pas. Donc ce n'est pas que du côté des centres de gestion qu'il faudra agir. Quand vous évoquez la clarification avec le CNFPT, aujourd'hui on a des transferts, on a un centre de gestion coordonnateur qui est performant, qui a su créer les possibilités par un budget annexe, en accord avec le comptable public, de gérer de manière tout à fait transparente vis-à-vis de nous les 11 autres centres de gestion. Ça pose quand même un problème de fond que le coordonnateur n'a pas d'unité au sens juridique et comptable, puisqu'il n'est que ce que nous voulons qu'il soit et dans les limites de ce que nous arrivons à faire correctement. Ça veut donc dire que ça repose beaucoup, et c'est la chance de Rhône-Alpes-Auvergne d'avoir des présidents, présidentes et des subordonnés qui peuvent travailler ensemble parce qu'ils ont formaté le désir. Donc il faudra aussi nous aider là-dessus. Alors, sur ces centres de gestion coordonnateurs, est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, le centre de gestion coordonnateur, il est indispensable et il est probablement indispensable qu'on renforce son rôle. Maintenant, il faut faire quand même attention à pas créer de hiérarchie entre les centres de gestion. Il faut que ça soit de la coordination et donc c'est pour ça il faut travailler sur les modalités en fait d'attribution et comme d'ailleurs ça a été évoqué par Frédéric ou par vous tout à l'heure, il peut très bien y avoir, Olivier nous avait fait un exposé là-dessus, il peut très bien y avoir de multiples modalités en fait de mutualisation au sein d'une même région. Un centre peut faire pour tous les autres, deux centres peuvent faire pour tous les autres, enfin, etc., etc. Bon, mais c'est pas forcément toujours le coordonnateur, ou alors s'en remettre au coordonnateur, enfin bon, peu importe. Ce que je voudrais revenir, c'est sur ces histoires de mutualisation sur le fondement. En fait, c'est un système à 4 ou 5 ou 6 dimensions, si vous voulez. C'est un système assez compliqué, mais en gros, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des missions par vocation qu'on doit mutualiser, par vocation initiale. C'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que nous avons aujourd'hui tout un tas de missions dans le cadre de l'affiliation, des missions obligatoires. Ces missions sont les missions originelles des centres de gestion. Et il ne faut pas se leurrer. Enfin, je suis désolé de dire ça. Je sais bien que j'ai des collègues qui se sont éloignés de cette idée-là, mais pour le gouvernement, on est intéressant pour ces missions originelles, quoi. En d'autres termes, l'article 25 que nous avons développé, qui dans un certain nombre de centres de gestion rapporte plus que la cotisation, c'est indispensable pour les collectivités, on le sait. Sur le terrain, moi j'avais un président, le président Vieljeu, celui qui m'a recruté il y a déjà pas mal de temps, disait si on supprime les centres de gestion, le lendemain il ressurgit sous la forme d'associations parce que les collectivités en ont trop besoin. Et il visait ces missions facultatives. Mais pour le gouvernement, pour les institutions, on n'a pas été créé pour ça. On a été créé pour une seule et unique chose, c'est garantir un statut spécifique, homogène et décentralisé sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça qu'on a été créé. Et si on s'éloigne, si on oublie cet esprit originel, cette raison-là, à un moment donné,
on sera peut-être moins performant. À un moment donné, on sera sensible au moindre coup de vent. Et il ne faut pas oublier que dans les coups de vent, il y en a beaucoup qui derrière attendent et qui le demandent déjà aujourd'hui, notamment les intercos. La dernière demande de l'association des directeurs d'interco, c'est de prendre en main les ressources humaines. Et je vous rappelle que le président de l'AMF lui-même avait demandé à ce que les intercos reprennent les CAP. Je ne vous dirai pas la manière dont on avait contré ça, disons, mais en l'occurrence, il y a eu 2 amendements qui ont été extrêmement dangereux pour nous, parce que c'est notre cœur de métier. Donc, n'oublions pas qu'à la base, pour ces collectivités affiliées, j'entends au niveau de l'affiliation, ce qui compte, c'est ça. Ce qui compte, c'est garantir une homogénéité, une fonction publique territoriale homogène, spécifique et décentralisée. Après, au-delà de ça, nous, on sait très bien, depuis 60 ans, que les collectivités nous appellent pour un oui, pour un non. Et là-dessus, moi, je prône le principe de spécificité locale. C'est-à-dire que, comme disait Frédéric, il y a des besoins différents dans chaque territoire. Donc, les mutualisations ne peuvent pas être les mêmes, forcément, dans chaque territoire. Je pense qu'il faut une base. Cette base, ça doit être le socle commun de prestation, qui doit également intéresser les plus grosses collectivités. Pourquoi ? Parce que ces missions-là, qui sont plus compliquées que les autres, ont besoin d'être mutualisées pour être crédibles vis-à-vis des grosses collectivités, pour que nous soyons crédibles vis-à-vis des grosses collectivités. À ça, on peut ajouter de la mutualisation facultative, c'est-à-dire spécifiquement à tel endroit, comme disait Frédéric, tiens, ça serait bien, il y a des besoins, on va mutualiser telle mission facultative. Par exemple, on va faire un contrat groupe, non pas départemental, mais régional, pourquoi pas, ou on va mutualiser la paye, ou ce genre de choses. Méfions-nous quand même des fausses bonnes idées à ce niveau-là. Par exemple, dans le dernier rapport, IGA, excusez-moi madame, on préconise par exemple de rendre la médecine obligatoire. La médecine professionnelle obligatoire, en mission obligatoire. C'est enfin, on l'a fait passer du décret 85 à l'article 23. Compte tenu... sur le principe, d'accord, très bien. Maintenant, comment on va gérer ça, nous ? Il n'y a pas de médecin. Aujourd'hui, on gère parce qu'on sait qu'on va payer tel médecin et on va discuter avec une collectivité. Moi, j'en ai encore une hier qui m'appelle, me dit « Monsieur, c'est un scandale, le dernier médecin est parti à la retraite, j'ai plus de médecin, vous nous laissez comme ça. » On dit « Monsieur, c'est une convention, on vous engage à aller voir dans le privé. » Comment je gère le jour où cette mission est obligatoire ? Il n'y a pas de médecin. On le gère parce qu'on arrive à le gérer. Et c'est un succès monumental dans tous les centres de gestion. Mais on arrive à le gérer justement parce que c'est une mission facultative. Donc, méfions-nous des fausses bonnes idées, quoi. Alors, je vais revenir sur la mutualisation. On a évoqué la mutualisation intercentre au niveau régional. Quid au niveau national ? Alors, Daniel Leroy, vous vouliez notamment nous parler du GIP... Voilà, qui en fait a vu le jour vraiment concrètement après plusieurs années d'attente récemment. Voilà, je ne serai pas long, et pour être sûr de ne pas être long, je vais vous lire ce que j'ai écrit, ça sera beaucoup plus simple. Cela dit, comme vous le dites, on a mis un certain temps à y arriver. L'idée d'un groupement d'intérêt public pour les options informatiques, il s'agit là uniquement d'informatique. L'idée a été lancée en 2016, mais en fait, elle date d'avant, début 2016. Or, le décret 2017, ça veut dire 1 an et demi pour obtenir le décret. C'est juste comme ça, un point de détail. On n'est pas arrivé au bout. On commence à travailler là-dessus. On n'est pas arrivé au bout. Vous allez comprendre pourquoi. 86 centres de gestion actuellement sont adhérents, ont pris l'adhésion à notre GIP. Il a tenu sa première assemblée générale le 14 septembre dernier et a élu un conseil d'administration. Le président, c'est Marc Godefroy, le président du CDG du Nord, tout simplement parce que c'était lui qui était président de la commission qui s'est occupé de mettre en place le GIP. Les vice-présidents, c'est Michel Iria, bien sûr, et les 3 présidents des 3 options, enfin des 3 coopérations informatiques. Ce qui était logique là aussi. C'est un exemple de mutualisation intercentre au niveau national. Et j'insiste là-dessus, l'objectif, c'est d'être au niveau national. Il a pour objet de mutualiser les moyens
et toute solution informatique utile à l'accompagnement des missions légales et réglementaires dévolues à ses membres. Actuellement, les 3 principales coopérations informatiques rassemblent chacune un nombre variable de centres de gestion. Leur organisation, leurs outils et l'étendue de leurs interventions dans le domaine informatique diffèrent également. De plus, fréquemment, les CDG sont membres de plusieurs coopérations. C'est le cas de mon CDG, par exemple, qui est dans les 3, en raison de la dispersion des solutions informatiques. Enfin, malgré ces premiers regroupements, quelques CDG fonctionnent de façon autonome sur le plan des moyens informatiques et ne sont affiliés à aucune coopération. Les chiffres que je vais vous donner sont intéressants. Actuellement, 134 applications ont été répertoriées, 134, provenant d'éditeurs privés ou de coopérations. Parmi elles, 92 solutions sont utilisées par un CDG. 92 utilisées par un CDG. 13 par 2 CDG. Et 10 par 3 à 8 CDG. 15 seulement sont utilisés par plus de 10% des CDG. Vous voyez donc là, il y a bien un enjeu énorme, puisqu'il s'agit d'arriver à fédérer un petit peu tout ça et à ce que nous allions tous dans le même sens. On n'est pas au bout. Hein. Cette trop large dispersion des solutions informatiques est source de coûts et de perte d'efficacité, bien évidemment. Notre volonté de mutualisation engage à ne pas construire isolément et une très large coopération inter-CDG s'est imposée. La mission du GIP, notamment déployer le schéma directeur informatique mutualisé des CDG, recouvre différents objectifs. Il s'agira de rationaliser et d'harmoniser les outils informatiques dans la mesure où les CDG ont les mêmes besoins pour faire face à leurs missions obligatoires communes sur tout le territoire. Il s'agira de remédier à l'obsolescence technique d'applications, parce que certaines sont plus très opérationnelles, et favoriser la convergence d'outils informatiques en développant leur interopérabilité afin d'améliorer la qualité des services. Il s'agit aussi de tenir compte des nouvelles tendances technologiques, ceci afin de gagner en agilité pour mieux répondre aux besoins exprimés par les collectivités et ouvrir de nouvelles possibilités en termes d'analyse, de données ou d'accompagnement des collectivités. Dans cette perspective, le GIP a décidé de créer 6 groupes de travail qui rassemblent essentiellement des techniciens des CDG, tous volontaires, mais on n'a pas eu de problème pour en avoir, qui sont constitués sur ces différentes thématiques. Première thématique, le vote électronique. Ça, c'est pour préparer les élections de l'année prochaine. Deuxième, on vient d'en parler, la médecine préventive. La troisième, on en a parlé longuement aussi, paye et prélèvement à la source. Il va bien falloir s'y mettre. La quatrième, carrière. La 5e, emploi. Et la 6e, comptabilité analytique. Ces groupes de travail ont tous commencé à travailler, mais ils en sont au début. Ils ont eu 1 ou 2 réunions. Donc tout reste à faire. La phase d'étude, d'identification et de sélection des outils les plus performants des coopérations intégrables au GIP et nécessaires à la couverture des besoins des CDG se réalisera notamment sur la base des travaux des groupes de travail techniques correspondant aux différents chantiers identifiés par le SDSI, dont le déploiement est prévu sur 3 ans. Et je suis intimement persuadé qu'au bout de nos 3 ans, on ne sera pas au bout du travail. Mais il va falloir qu'on s'y mette tous. Voilà le message que je peux vous faire passer. Oui, donc, on le voit bien, c'est un travail de très, très longue haleine. Est-ce que c'est un très bon exemple de coopération intercentre au niveau national? Est-ce qu'on peut imaginer à plus long terme le même type de mutualisation intercentre au niveau national sur d'autres pourquoi pas? Par exemple. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi au problème, mais il suffirait de poser un problème et puis on peut travailler dessus. Hein. Je ne sais pas, vous en avez peut-être, vous, quelques-unes. Frédéric Castoldi, vous? Non? Sylvie Escande-Villebois, est-ce que vous pouvez un petit peu commenter ce GIP informatique? Est-ce que selon vous c'est une bonne solution et est-ce que là encore on peut le décliner sur d'autres
Alors le décliner, ça je ne sais pas, avait été évoqué dans les pistes qui nous avaient été demandées d'être regardées en 2014, celle d'un établissement public national. Bon, je ne sais pas si ça fait encore l'objet des débats ou pas. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de partir sur la base d'un besoin très concret, qui est celui de vos centres de gestion, mais comme de l'administration en général, qui est ce besoin d'accélérer la numérisation, d'accélérer les interfaces entre tous les systèmes d'information. Les enjeux sont considérables dans les collectivités, à l'État, et c'est vrai que pour vous, enfin la difficulté, elle est accrue par le nombre de collectivités, et donc évidemment la démultiplication d'autant du nombre de solutions. Les chiffres que vous avez cités sont très, très éloquents. Donc là, je pense que c'est effectivement une excellente piste et une excellente démonstration de l'intérêt de se coordonner, de la même façon qu'a été évoquée la numérisation des archives, par exemple. Là aussi, on voit bien que c'est des domaines pour lesquels il y a besoin d'une expertise qui dépasse sans doute l'échelle départementale et en tout cas l'échelle des petits centres de gestion ou des petites collectivités, voire même des petites intercommunalités, parce que je pense que, pour rebondir peut-être par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas forcément voir les intercommunalités comme des concurrents. Voilà, tout le monde participe à la gestion et à l'amélioration de la gestion des ressources humaines dans les collectivités. Je pense que les centres de gestion ont bien montré que sur un certain nombre de missions, y compris vis-à-vis des grandes collectivités, y compris vis-à-vis des intercommunalités même plus importantes et plus volumineuses qu'avant, il y a des enjeux très, très importants qui permettent d'améliorer l'efficience globale et générale de la gestion des ressources humaines. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un veut réagir dans la salle à ce qui vient d'être dit? Des questions peut-être? Alors vous évoquiez ce projet qu'il y avait eu d'établissement public. Est-ce que on pourrait, Jean-Laurent Nguyen-Cat, je voulais vous faire réagir là-dessus, et Daniel Leroy peut-être également, finalement envisager le futur des centres de gestion. Est-ce que le futur des centres de gestion passe par là ou pas? Écoutez, là-dessus, le futur des centres de gestion, je peux en parler. Sur la question de l'établissement public national, ce que je peux dire, c'est que la position de la NDCDG, elle s'est prononcée une seule fois sur la question. Elle a dit qu'elle était pour un établissement public national de coordination. Alors, et non pas de gestion. Mais je crois que c'est la même position à la FNCDG. Bon. Sur la coordination. Par contre, c'est pas si facile à dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je prends juste un exemple. Dans le rapport, le dernier rapport IGA, on préconise optimiser ou rationaliser les flux financiers entre le CNFPT et les centres de gestion. Bon, globalement, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On vise principalement le montant de la contribution du CNFPT pour les concours transférés. Admettons qu'on trouve un système. C'est très loin d'être facile, parce que en réalité, on évalue à 0,06 ou à 0,6% de la masse salariale du CNFPT. Si on raisonne par centre de gestion, ça ne correspond pas à la réalité, puisqu'il y a des centres de gestion qui font plus de concours que d'autres. Enfin bon, il faudrait une deuxième répartition derrière. C'est extrêmement complexe. Mais admettons qu'on arrive à trouver un système, si vous voulez, un logiciel qui fasse la correspondance. Nécessairement, il va falloir donc collecter pour pas y perdre, il va falloir collecter donc ces 0,6% au niveau directement des collectivités, les répartir en fonction de l'activité réelle des centres de gestion aux centres de gestion. Donc à ce niveau-là, ça peut être qu'une instance nationale.
Et ça a donc une instance nationale qui collecte directement une subvention ou une cotisation ou quelque chose, de l'argent en tout cas, auprès des collectivités, et qui la répartit selon des critères qu'elle aura définis au centre de gestion. Ça devient une instance de gestion. Et ça devient une instance de gestion, c'est plus compliqué, parce que d'abord, elle a des liens directs avec les collectivités, donc elle peut être autonome, et après, elle a aussi un pouvoir de répartition selon les centres de gestion. Donc en fait, elle exerce de ce fait un certain pouvoir sur les centres de gestion. Donc une instance de coordination, nous on est totalement pour, on est persuadé qu'il faut une coordination nationale, et d'ailleurs aujourd'hui, bon an mal an, c'est ce qu'on fait, grâce à la fédération, et techniquement grâce à la NDCDG, mais l'instance de gestion, attention, elle est jamais très loin. Voilà. Maintenant, le futur, si vous voulez, on en parle après, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'enjeux futurs qui se dessinent en ce moment. Et on va parler juste après. Non, la fédération est exactement sur la même position. Hein. Coordonner, oui. Gérer, non. D'accord. Frédéric Castaldi, vous avez peut-être un mot à dire sur ce sujet, sur le risque qu'il peut y avoir entre justement déraper de la coordination à la gestion. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour vous en tant que... Il y a une coordination régionale. Pardon. Micro. Il y a une coordination régionale, il y a une coordination nationale. Voilà, enfin, je pense qu'il faut essayer de retenir un modèle assez simple. Mais je ne veux pas aller plus loin parce qu'après ça me dépasse un petit peu ces sujets en fait. Alors le futur des centres de gestion, vous disiez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire parce que bon, enfin, le discours est connu. On a commencé par l'expertise, on s'est servi après de notre mutualisation, enfin notre capacité de mutualisation qui reste aujourd'hui encore, même si on garde que le périmètre départemental inégalé puisqu'il n'y a pas une autre instance qui peut mutualiser à un tel niveau. D'autant plus que nous avons une mutualisation modulable puisqu'on a démontré, et l'IGA l'a retenu, que nous pouvons nous mutualiser à plusieurs niveaux entre nous selon les besoins. D'ailleurs, ce qu'on fait au niveau des concours. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on est devenu des tiers de référence. Donc, bon, le discours encore là, une fois est connu, c'est-à-dire qu'on fait des choses que les collectivités ne peuvent pas faire elles-mêmes parce qu'elles seraient jugées parties. Bon. Alors, ce qui se dessine depuis quelque temps, c'est... là, c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a un tournant. On nous demande de devenir des sachants. Alors, il ne s'agit plus d'accumuler de la technique. Ce n'est pas simplement, tiens, on va donner une nouvelle mission technique au centre de gestion. Ça, on sait faire. Ça fait 60 ans qu'on le fait. 60 ans qu'on augmente en termes de mission. Alors, on est validé, survalidé, reconnu, surreconnu. Ce qu'on nous demande là, c'est changer de rôle. D'abord parce qu'on s'adresse aux agents, en même temps qu'aux employeurs. Et en plus, on ne nous demande pas techniquement, c'est exactement ce que disait Xavier Libert, on ne va pas nous demander quel est le droit. On ne va pas demander de dire le droit, ni même la manière dont on l'interprète. On va nous demander d'aider à dégager des solutions. On va nous demander comment il faut faire, comment faire au mieux, quoi. Et c'est un mouvement qui accompagne de toute manière le désengagement de l'État en matière de contrôle. Le désengagement de l'État en matière de contrôle, notamment de l'égalité sur les actes de personnel, rend plus d'autonomie aux collectivités. Et si on veut continuer à maintenir un système qui fonctionne, de fonction publique, avec des règles, pas de dérapage, pas de clientélisme, ce genre de choses, nécessairement plus vous donnez d'autonomie, plus vous supprimez, si vous préférez, les contrôles sur les collectivités, plus vous devez les accompagner par de la déontologie, par de la médiation, enfin des solutions de sachants. On nous demande d'être des sages. Alors ça, est-ce qu'on est sage? Est-ce qu'on est des sages? En fait, on se base sur quoi pour dire que les centres de gestion peuvent? On se base sur, effectivement, notre capacité de mutualisation. On se base sur notre expertise technique qui ne fait plus aucun débat aujourd'hui. Et on se base surtout sur notre neutralité politique, je crois. Notre neutralité politique, je crois qu'on est le seul organisme, en fait, des institutions à dire que nous sommes neutres politiquement. Ça ne fait aucun doute. On a mis 60 ans à acquérir cette réputation. Aujourd'hui, ça pose plus de problème. C'est pour ça que quand j'entends, je voudrais revenir juste une minute là-dessus, le débat sur les intercos qu'a soulevé Madame à juste titre,
Ça n'a rien à voir. On n'est pas en concurrence. Les intercos s'adressent aux administrés. Elles mutualisent des services aux administrés. Elles sont des instances politiques. On l'a vu déjà aux dernières municipales. Je pense qu'on va le voir encore plus aux prochaines. Ce qui modifie d'ailleurs complètement l'application de la réforme territoriale. Elle n'est pas stabilisée parce que justement, d'élection municipale en élection municipale, on se rend compte que les intercos, c'est pas si simple et que ce sont des instances politiques. Et confier des missions comme des CAP à l'interco, l'attribution des postes, des promotions par exemple, internes aux intercos, c'est très souvent, concrètement sur le terrain, en donner la responsabilité à la ville-centre de l'interco, qui a un bord politique. C'est suspect. Quelle autre institution, à part nous, peut ne pas être contestée au point qu'on leur confie des missions de confiance comme ça et qu'on ne conteste pas leurs décisions? Il n'y a que nous. Donc, en ce sens, on n'est pas du tout sur le même créneau. Nous, on rend service aux collectivités, les intercos rendent service aux administrés. C'est d'ailleurs pour ça que leur conseil d'administration est élu au suffrage universel direct et pas nous. Daniel Leroy, est-ce que vous êtes d'accord avec ce nouveau rôle de sachant qu'on demande de plus en plus au centre de gestion, et qu'est-ce que cela implique en termes de difficultés et de nouveaux enjeux? Sur le principe, je suis d'accord. Les difficultés, elles vont arriver, je crois, dans la diversité des collectivités. On ne va pas pouvoir parler forcément de la même façon à une petite commune de 1000 habitants qu'à une commune de 350 000. Enfin, je dis, mes chiffres ne veulent rien dire, mais c'est différent. Enfin, même si le statut est le même, le statut des agents est le même, les manières de travailler sont forcément différentes. Enfin, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Est-ce que quelqu'un peut réagir dans la salle sur ce nouveau rôle, cette nouvelle dimension un peu plus éthique qu'on demande au centre de gestion? Personne ne veut intervenir? Une question? Allez-y. Je veux bien confirmer ce que dit mon collègue Daniel Leroy, et ce qu'a dit aussi Jean-Laurent de Boulicac, c'est-à-dire que l'expertise des centres de gestion sur le plan non politique est assumée complètement, et on peut le regarder dans tous les départements, que ce soit un président dit étiqueté de gauche ou de droite. Le rôle des conseillers d'administration, il est vraiment étal. Et c'est effectivement notre grande différence par rapport à ce que pourraient être des intercommunalités. J'ai rien, j'en fais partie évidemment des intercommunalités, mais le rôle, il est souligné dans un département comme le mien, qui n'est pas tout à fait un département rural, mais qui n'est pas un gros département comme la Côte d'Or, qui a 700 communes, dont 250 000, c'est-à-dire la moitié des habitants sont concentrés dans la métropole. Notre rôle est important, et y compris reconnu au sein de la métropole. Merci. Alors peut-être pour conclure, un dernier mot. Ah pardon, excusez-moi, allez-y. Oui, simplement, oui. Donc, je suis je suis le secrétaire fédéral à l'EFO territoriaux, et je posais tout simplement le changement de type de mission des centres de gestion, en fait. On ne pose pas question quant à leur neutralité politique. Simplement, ce qui peut être parfois dérangeant, on va dire, du point de vue de certains agents, c'est que les centres de gestion sont financés par les employeurs. Et jusqu'à présent, on a toujours entendu qu'ils étaient au service des employeurs. Et en fait, quand on arrive sur des missions de médiation, par contrôle de légalité, mais bon, vérification de la légalité de certains actes, etc., ça peut quand même, pour nous, poser question, en fait, quant à ce type de neutralité, en fait. Pas la neutralité politique, mais la neutralité dans le rôle employeur. Si vous voulez répondre. Monsieur, je vais vous répondre. Concernant... en fait, on peut vous répondre à plusieurs niveaux. Mais, a priori, nous sommes au service des employeurs, dirigés par un conseil d'administration, au service des employeurs. C'est la tradition.
C'est pour ça que nous avons été créés. C'est les communes qui ont créé des syndicats de communes, c'est les maires, les employeurs qui se sont mis ensemble pour créer des syndicats de communes qui ont été ratifiés par la loi en centre de gestion en 85. Donc nous sommes au service des employeurs. Néanmoins, il existe un débat là-dessus. La question est de savoir si on doit également répondre aux agents, par exemple. Et auquel cas, nous, ça poserait problème parce qu'on se trouverait en conflit d'intérêts. Bon. Donc jusqu'à présent, on ne répond pas aux agents. Mais on peut poser la question. Ceci dit, vis-à-vis du droit syndical, c'est pas une bonne chose. Imaginez ce qui se passerait si les centres de gestion du jour au lendemain répondaient aux agents sur leur statut. Les syndicats, ils servent à quoi? Donc nous, ce que nous faisons, on est tordus, hein. On répond aux syndicats. On répond aux syndicats, on les renseigne, on leur donne accès à nos bases de données, et eux, les syndicats, prennent la responsabilité ou pas de défendre l'agent. Nous ne sommes pas en conflit d'intérêts et tout le monde y trouve son compte. C'est comme ça que s'effectue le dialogue social dans les collectivités aujourd'hui. Maintenant, ces nouvelles missions, et on a intérêt à ce que ça continue, vous comme nous. Bon. Maintenant, les nouvelles missions nous imposent que ça soit déontologue. Déontologue peuvent être, il est saisi par l'agent. Que ça soit médiateur, où l'agent est concerné, nous impose d'avoir des liens avec les agents, nécessairement. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Xavier Libert, on n'est pas obligé de prendre parti. On n'est pas dans des missions conflictuelles, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans une médiation, on n'est pas du côté de l'employeur plus que du côté de l'agent, mais on ne l'est pas moins non plus, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de faire émerger une solution. On est dans un rôle, finalement, neutre. Et référent déontologue, c'est exactement la même chose. Il n'est pas question de rentrer dans un conflit. Il y a d'autres endroits pour ça. Il s'agit simplement de dire déontologiquement, voilà, l'éthique voudrait que... Et je ne pense pas qu'il y ait à ce niveau-là de conflit lié au fait qu'on s'adresse également aux agents. Le seul conflit qu'il pourrait y avoir, c'est si on répondait statutairement aux agents dans un conflit qui l'oppose à un employeur. Mais là, encore une fois, vous comme nous, on n'a pas intérêt à ce que ça se passe comme ça. Et écoutez, je vous remercie. Le mot de la fin pour Je ne sais pas si c'est le mot de la fin. C'est juste pour dire qu'il existe des instances qui sont là pour qu'on puisse en discuter. Vous le savez, nous siégeons au même Conseil supérieur de la fonction publique territoriale tous les deux. Et je crois que c'est dans ce genre d'instances qu'il faut qu'on discute et qu'on ait les réflexions par rapport à tout ça. Mais chacun son rôle, quoi. Bien, je vous remercie. Merci à tous d'être venus. Et j'espère que cette journée thématique aura été utile pour chacun d'entre vous. Merci bien.